Et nous pouvons reprendre donc avec changeant d'univers, mais pas de question, puisqu'ici la même problématique doit être abordée avec une réalité textuelle différente, c'est-à-dire celle d'une œuvre, entre guillemets, d'une histoire qui se constitue dans son unité alors qu'elle a été, en son origine, publiée en deux moments, en deux livres, en deux temps, les deux parties du Quichotte, publiées la première en 1605 et la deuxième en 1615. Alors ici, les problèmes qui sont posés, c'est d'abord un premier problème qui est comment ont été associés, réunis ces deux parties, ces deux livres, pour former une seule œuvre. La deuxième question, c'est celle donc de la circulation en forme abrégée, au-delà du livre lui-même, de fragments détachés de l'œuvre. Et cette dimension-là, dans le cas du Quichotte, et comme souvent, a une dimension de mise en abîme, puisqu'on peut aussi penser que Don Quichotte lui-même, l'œuvre Don Quichotte, en particulier la première partie, qui n'en était pas une en 1605, puisqu'il est peu probable que Cervantes pensait écrire une continuité, une suite à ce moment-là, est elle-même construite comme une addition de fragments textuels. Cela est vrai pour l'histoire elle-même, puisque, pour le moins, il existe le fragment qui va du premier chapitre au 8e chapitre du Quichotte de 1605, et qui s'interrompt, puisque l'auteur de cette première partie, des 8 premiers chapitres, déclare n'avoir plus les sources pour continuer l'histoire, et elle reprend cette histoire après un épisode de recherche d'une possibilité de continuer les récits des aventures de l'Hidalgo devenu chevalier errant à partir du chapitre 8, lorsque est découvert à Tolède ce manuscrit de l'historien arabe Sidé Hamete Ben Enkheli. Donc dans la fiction de l'écriture du Quichotte, on a déjà cette addition de deux textes qui font un livre. Et avec ce passage intermédiaire où il y a comme une suspension de l'histoire et le récit de la recherche, de la continuation possible du texte. Mais au-delà même de cette construction même du livre de 1605, où Cervantes joue avec le thème du manuscrit trouvé par hasard, du texte interrompu, effacé, disparu, qui était une manière aussi de jouer avec certaines thématiques qui sont présentes dans les romans de chevalerie eux-mêmes. Il y a dans l'histoire de 1605, je dis histoire puisque la description, la désignation par Cervantes du texte est toujours celle de Historia, il y a des fragments de texte inscrits dans cette histoire, soit parce qu'ils sont en relation avec Don Quichotte et Sancho, qui en sont les témoins ou les auditeurs. C'est le cas des chapitres 13-14, avec l'histoire de la bergère Marcella. C'est le cas des chapitres 39-41, avec l'histoire du captif évadé des bagnes d'Alger, soit parce que ce sont des fragments totalement détachés de l'histoire même de Don Quichotte, de Sancho et des autres personnages, comme la novella du curieux impertinent dans les chapitres 33 à 35, et qui, là, est une nouvelle lue à haute voix par le curé aux autres personnages du roman, sauf Don Quichotte, enfin de l'histoire, sauf Don Quichotte qui est allé se reposer, et donc il s'agit d'une lecture à haute voix d'une histoire qui n'a rien à voir avec le temps et le lieu de l'histoire du Quichotte.
Donc il y a comme une inscription dans l'écriture de Cervantes, dans la fiction du manuscrit ou des manuscrits du Quichotte, comme dans cette inscription à l'intérieur de la Historia d'une série d'autres histoires, dont certaines, comme le curieux impertinent, pouvant être désignées comme novella, il y a finalement, comme dans l'écriture, quelque chose de l'appropriation de la forme matérielle des miscellanées, c'est-à-dire des livres composés de fragments, matériellement. Et dans le cas du Quichotte, c'est métaphoriquement, poétiquement, que ces fragments sont réunis dans le livre, non seulement comme objet matériel, mais comme écriture et œuvre voulue par Cervantes. Et c'est d'ailleurs un des points qui sera reproché au texte de 1605 par ses critiques. Et comme vous vous en souvenez, dans la deuxième partie, en 1615, les premiers chapitres, les chapitres 3 et 4, sont une discussion sur l'appropriation, la circulation, les lectures, les interprétations de la première, entre guillemets, partie de 1605, puisque le bachelier Samson Carrasco, qui revient de Salamanque, rapporte à Don Quichotte et à Sancho des nouvelles à propos du livre de 1605, qui raconte leurs propres aventures. Et à un moment donné, Samson Carrasco déclare: l'un des défauts que l'on reproche à cette histoire, c'est que son auteur y a inséré une nouvelle intitulée « Le curieux impertinent ». Non pas qu'elle soit mauvaise ou mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas à sa place et n'a rien à voir avec l'histoire du seigneur Don Quichotte. Il y a donc une sorte de mise en abîme de Cervantes par rapport à sa propre pratique d'écriture, attribuant à Samson Carrasco ce propos quant à la critique qui pouvait être adressée contre la forme miscellanée, qui était une forme bibliographique ou codicologique, mais ici transférée à l'écriture elle-même d'une histoire qui aurait dû avoir son unité. Voilà donc les problèmes posés par la question de dissémination du Quichotte ou rassemblement du Quichotte ont une spécificité, puisque là, on n'est pas devant une série de poèmes ou une multiplicité de pièces, mais devant une œuvre qui, à partir d'un certain moment, ça a été construite en deux parties, avec la publication en 1615 de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. L'existence de ces deux parties, 1605-1615, a posé d'emblée, après 1615, le problème de leur articulation. Et c'est un thème sur lequel, évidemment, Francisco Rico a réfléchi avec profondeur sur comment transformer ces deux parties en une seule œuvre, sinon matériellement en un seul livre. Alors il y a déjà, le problème se pose à plusieurs niveaux que je voudrais essayer de voir peut-être méticuleusement. Premier problème, c'est le problème du titre, puisqu'il s'agit donc rétrospectivement de transformer le texte publié en 1605 et qui avait pour titre El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Hidalgo étant donc le mot du titre, petit noble, en une première partie, ce qu'elle n'était pas par définition, puisque en 1605, il n'y a pas d'horizon d'écriture d'une seconde partie. Et l'on voit dans cette première difficulté, qui est très simple finalement, beaucoup d'hésitation. Le premier éditeur qui édite les deux parties de Don Quichotte dans une même édition, non pas dans un même livre, mais dans une même édition, est un libraire-éditeur de Valence qui s'appelle Roque Sonzonio en 1616, son imprimeur étant May, l'imprimeur d'édition du Quichotte, première partie, qui n'en était pas une, en 1605 et 1611. Et ici,
il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne change pas le titre du premier volume, qui reste El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, comme si finalement la simple juxtaposition d'une réédition à l'identique du livre de 1605 et puis d'autre part ce qui est présenté comme la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha était suffisante en elle-même. Mais les libraires éditeurs se rendent bien compte qu'il y a quelque chose là qui n'est pas suffisant, qu'il faut faire retour sur le livre de 1605 pour le transformer en la première partie d'un diptyque qui a été constitué à partir de 1615. C'est ainsi qu'à Bruxelles, Huberto Antonio, en 1616-1617, lui introduit primera parte sur la page de titre. Dans son édition de 1616, qui est le second tome, la seconde partie, en 1617, il réédite ce qu'il appelle maintenant la première partie. Et l'on voit aussi en 1617 à Barcelone 3 libraires éditeurs qui vont partager une édition des 2 parties du Quichotte. Ils ne touchent pas le titre de la première partie, qui donc n'est pas donné comme tel, mais le titre courant, c'est-à-dire au sommet de chacune des pages, devient Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La première grande rupture, c'est lorsqu'on voit apparaître sur la page de titre du premier volume, puisque toutes ces éditions vont rester toujours divisées en 2 volumes, in quarto, l'apparition d'un titre complet qui dit première et seconde partie de Don Quichotte. C'est-à-dire sur le premier volume, le fait que l'on annonce les 2 parties. Primera y segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. C'est une initiative qui apparaît à Madrid pour une édition de 1636-1637, dont le libraire-éditeur est Domingo González et l'imprimeur Francisco Martínez. Et c'est une formule qui va perdurer avec l'édition de 1647, puis l'édition de 1655 à Madrid. On a donc une unité qui se crée. Primera y segunda parte, sur la première page de titre du premier des 2 volumes. Et là, dans l'histoire du titre du Quichotte, l'innovation et la rupture la plus décisive, comme très souvent dans l'histoire de ce livre, qui est européen d'emblée, ne vient pas d'édition espagnole en Espagne, mais vient dans ce cas-là d'une édition en espagnol mais à Bruxelles, celle de Juan Montmarte en 1662, qui décide le changement du titre. Et c'est ce titre-là qui va demeurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il rassemble la première et la deuxième partie, il efface l'idée de partie, et le titre devient Vida y Hechos, la vie et les faits, les hauts faits, del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Donc on voit là un détail à partir de 1662, et c'est imité ensuite par les éditions madrilènes à partir de 1674 jusqu'à la 1780. On voit qu'à une désignation du titre qui renvoyait finalement à la matérialité du livre, première partie, deuxième partie, est substitué un titre qui vaut pour la totalité et qui porte l'attention sur le héros et sa biographie ou ses aventures, et non plus sur la matérialité textuelle de l'ouvrage. Vida y Hechos, c'est un modèle de titre pour des biographies, des vies de saints, des vies de grands personnages, des récits héroïques. Et donc l'initiative là du correcteur ou du libraire Juan Montmarte fait basculer le titre dans un registre qui est celui des récits de vie, et libère en quelque sorte le titre de cette question de la première et de la seconde partie du livre.
Et d'autre part, vous l'avez entendu, ce sont la vie et les faits, les actions del ingenioso caballero, parce qu'il y avait une difficulté supplémentaire. Le titre de 1605 était El ingenioso hidalgo, et le titre de 1615 était El ingenioso caballero. Et il y avait là une difficulté aussi d'ajustement qui n'avait jamais été résolue, puisque les éditions préalables avaient gardé cette distinction. Montmartre décide donc de donner pour la totalité du livre, en ces 2 tomes, de prendre la désignation de chevalier, ce qui était renvoyé finalement à cette structure de l'histoire dans laquelle un hidalgo qui s'appelle Alonso Quijano, dans le premier chapitre, décide de se nommer lui-même Don Quijote de la Mancha, qui est une première forme d'entrée dans la chevalerie, et au 3e chapitre, dans l'auberge, de se faire adouber, de se faire armer chevalier. Vous vous souvenez dans cette scène avec les 2 prostituées et puis l'aubergiste. Donc à partir du 1er chapitre, renforcé par le 3e chapitre, on a un hidalgo qui est devenu caballero. Et ceci peut mener jusqu'au dernier chapitre de la seconde partie, lorsque, au moment de sa mort, Don Quichotte revient, abandonne, refuse le nom de Don Quijote de la Mancha pour récupérer son véritable nom, c'est-à-dire ce nom d'Hidalgo, qui était Alonso Quijano dit el Bueno, le bon, par sa réputation. Le titre, à partir du moment où il le met comme titre unificateur caballero, renvoie à cette structure dans laquelle on aurait le récit de vie d'un hidalgo, mais qui, à partir du 1er chapitre du 1er livre jusqu'au dernier chapitre du 2e livre, a été par lui-même désigné, s'est désigné lui-même comme chevalier et chevalier errant. Comme s'il y avait en quelque sorte un espace ici de la fable à l'intérieur de la fiction. La fiction, c'est celle du récit de la vie de Alonso Quijano, et la fable, c'est cette immense narration qui est celle de Alonso Quijano, transformée par lui-même en Don Quijote de la Mancha. Il y avait donc une première difficulté, et ça me semble, indépendamment de l'intérêt pour le Quichotte, toujours une attention qui doit être portée aux titres et aux pages de titres, plus qu'on ne l'a fait quelquefois. La deuxième difficulté, c'était la question de la division matérielle et textuelle de l'œuvre. Dans la mesure où le livre de 1605 était divisé en 4 parties. Et donc, du coup, le problème était posé, puisque si on avait 2 parties, qu'est-ce qu'il fallait faire avec les 4 parties de 1605 ? On avait donc là un problème textuel qui avait été créé par l'apparition d'une segunda parte en 1605. Et là encore, l'innovation décisive se lie avec cette édition de Bruxelles de 1662 de Juan Montmartre, qui décide de transformer les 4 partes de la première partie en 4 libros, 4 livres, et de même manière divise lui-même en 4 livres la deuxième partie. On a donc bien 2 parties, divisées chacune en 4 livres, et qui sont subsumées par le titre général de Vida y Hechos de El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha.
Ceci est intéressant, je crois, par le fait qu'on voit comment, c'était un des thèmes que j'avais évoqué peut-être dans la deuxième cour, comment le vocabulaire peut osciller entre des désignations matérielles et des désignations textuelles, puisqu'ici il s'agit de prendre libro et livre comme une unité qui est une division du texte, et en quelque sorte en déplaçant sur ce registre de la division textuelle ce qui pouvait être une réalité matérielle. On a pu l'évoquer, cette question, pour le moment clé qui est le passage du rouleau de l'Antiquité au codex des premiers siècles de l'ère chrétienne, lorsque, comme on l'a montré pour la Cité de Dieu de saint Augustin, la division en livres, liber, libri, du texte lui-même peut avoir comme matrice les contenus de texte qui étaient contenus à l'intérieur d'un rouleau. C'est-à-dire que la longueur textuelle du livre renvoie à la longueur matérielle du rouleau, comme s'il y avait une mémoire textuelle d'une ancienne division matérielle des textes, ce qui renvoie à cette idée très forte, Guglielmo Cavallo, sur une des plus grandes mutations que représente l'apparition du livre codex. C'est-à-dire que si dans le monde du rouleau, une seule œuvre suppose une multiplicité de rouleaux, c'est-à-dire un seul livre comme œuvre suppose une multiplicité de livres comme objet, à l'inverse, dans le monde du codex, un seul livre comme objet peut recevoir plusieurs livres comme œuvre, voire même, comme on le voit avec cette division du texte, plusieurs livres comme œuvre divisés eux-mêmes en livres comme unité textuelle. Donc on a à la fois la question du rapport entre l'essence matérielle et l'essence textuelle des mêmes mots, et d'autre part, on a, dans le cas précis du Quichotte, la nécessité d'une renomination, d'une nouvelle définition, d'une nouvelle désignation des anciennes quatre parties de 1605, lorsque le Quichotte en son entier va en contenir deux. L'autre dimension de cette question matérielle et textuelle, c'était la question alors proprement éditoriale. Comment publier les deux parties de Don Quichotte, soit sous le titre Primera y Segunda Parte, soit sous le titre créé à partir de 1662, Vida y Hechos de Don Quijote. Et depuis 1616-1617, reprenant les formats qui étaient ceux des premières éditions de Don Quichotte en 1605, la pratique est 2 volumes in quarto. Et là, l'innovation est plus tardive, elle est du milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'à Barcelone, un éditeur qui s'appelle Juan Rolis décide de publier le Quichotte dans un format plus petit, in octavo, et en 4 volumes. Et cette initiative va être ensuite imitée à Madrid par les nombreuses éditions de Manuel Martín. C'est-à-dire qu'on entre ici dans un univers qui est pratiquement celui du livre de poche, du livre portable, ce qui est à la fois un nouveau marché pour le livre à partir du XVIIIe siècle en Espagne, où le format quarto était resté très largement dominant, à la fois pour les narrations en prose et, comme on le sait, pour les éditions de théâtre. Et ce format quarto, y compris d'ailleurs pour
les éditions populaires du répertoire du Cordel. Le format in octavo des Quichotte à partir de 1755 se lie à cette capacité d'un livre qui peut être porté sur soi, lu de manière discontinue par le fait d'être présence de tel ou tel des tomes la totalité de l'œuvre, ce qu'on appelle en espagnol le marché de la faltriquera, le marché de la oui pour la poche. Et vont se multiplier ces Quichottes en 4 volumes, format in quarto au XVIIIe siècle. Et je trouve que c'est un cas intéressant parce que l'on voit qu'on a là une sorte de fragmentation matérielle, passée de 2 tomes à 4 tomes, au moment même où textuellement s'est renforcée, s'est constituée, s'est établie l'unité de l'œuvre. Et c'est cette sorte de variation entre une unité conceptuelle de l'œuvre d'un côté et d'un autre côté sa dissémination, ou sa circulation, sa fragmentation à l'intérieur d'une pluralité de volumes dans leur définition matérielle, qui pourrait être aussi un objet d'intérêt. Donc, lorsqu'on a les deux Quichotte, 1605-1615, on a un premier problème, problème du titre, on a un deuxième problème, problème de la division du texte et problème de la structure matérielle de la publication. Il y a un troisième problème qui avait pu attirer l'attention de Francisco Rico, c'est le problème des ajustements textuels. Ici, là, il y a plusieurs questions, mais la question la plus importante est un épisode fameux et un épisode fâcheux pour Cervantes, qui était celui lié à l'âne de Sancho. Dans l'édition de 1605, qui a été imprimée pour une grande partie de la fin de 1604, il y avait pour cette histoire peu de données, simplement le fait qu'au chapitre 25, l'âne de Sancho disparaissait et réapparaissait sans plus de raison au chapitre 46. Et cette anomalie textuelle avait déchaîné immédiatement l'ironie, la critique de ceux qui, pour des raisons plus profondes, considéraient Cervantes comme un outsider par rapport au champ des lettres humaines et au champ de la production littéraire consacrée. Et donc, en 1605, pour la seconde édition, à Madrid, le libraire Francisco de Robles, l'imprimeur Juan de la Cuesta, Cervantes a écrit 2 épisodes, qui sont les 2 seules variantes importantes du Quichotte, où il raconte d'un côté le vol de l'âne de Sancho par le galérien qui a été imprudemment libéré par Don Quichotte, Ginés de Pasamonte, et un épisode où l'âne est récupéré par Sancho qui découvre son voleur et reconnaît son animal chéri. Et donc il y a ces 2 fragments textuels qui, pour des raisons extrêmement convaincantes, stylistiques et lexicales, peuvent être raisonnablement attribués à Cervantes. Et donc Cervantes a remis à Juan de la Cuesta, l'imprimeur, ces 2 ajouts textuels pour les insérer là dans le texte de façon à rendre compréhensible cette disparition puis réapparition de l'âne. Et effectivement, le premier récit a été introduit dans le chapitre 23, le vol de l'âne de Sancho par Ginés de Pasamonte, et le second a été introduit dans le chapitre 30. Et très malheureusement, plusieurs phrases des chapitres 23, et en particulier la première du chapitre 25, n'ont pas été corrigées comme il aurait fallu,
Et Sancho s'y trouvait juché sur son âne, qui normalement lui avait été volé quelques lignes auparavant et qui n'avait pas encore récupéré. Donc de redoublement de l'ironie et de la critique contre la négligence de Cervantes. Était-ce parce que dans l'atelier typographique, les additions n'avaient pas été mises là où Cervantes aurait voulu qu'elles le soient, c'est-à-dire finalement une récupération plus précoce de l'âne? Était-ce par négligence, c'est-à-dire qu'aucun correcteur n'a vérifié le texte pour le rendre absolument cohérent avec cette nouvelle version qui était proposée par l'introduction de ces deux variantes? Et curieux, on voit que le seul correcteur qui fait ce travail de cohérence n'a rien à voir avec les éditions qui sont normalement au plus près de l'auteur, c'est-à-dire celles de 1605 rééditées en 1608, mais est le correcteur de l'édition de Bruxelles, de Roger Velpius, le libraire de l'imprimeur Velpius à Bruxelles, en 1607, qui lui lit attentivement le texte et va effacer ces mentions de l'âne avant sa récupération. Ce qui a montré que le rapport des auteurs avec les textes, même lorsque, comme dans le cas de Cervantes, ils sont près de l'atelier typographique, ils introduisent des variantes qu'on peut supposer orthographes, pour autant, ne se substitue pas cette présence ou cette proximité au travail de l'atelier et que la correction des textes peut échapper à la vigilance ou être l'objet de la négligence des correcteurs ou des imprimeurs. Donc en 1608, Cervantes reprend pour la seconde fois le problème de l'âne et il s'efforce de corriger les incohérences du chapitre 23, c'est-à-dire ce chapitre où Sancho apparaît sur l'âne alors qu'il ne l'a pas encore récupéré, et il s'efforce de les corriger en modifiant le texte de façon à ce que ce qui apparaisse, c'est non pas que Sancho était juché sur son âne, qui a disparu, mais qu'il allait à pied, chargé du bât et de la selle de l'âne, en imaginant que le vol avait été fait comme on le rencontre dans un épisode de l'Orlando Furioso, c'est-à-dire Sancho endormi, et Passamonte a retiré l'âne de dessous Sancho, mais qui restait juché sur sa selle et avec le bas de l'âne, ce qui fait que dans la version de 1608, Sancho porte sur ses épaules, il est l'âne de lui-même en quelque sorte, il porte sur ses épaules la selle et le bas, alors que son âne a disparu. Donc on voit la complexité pour Cervantes d'essayer de résoudre cette question, qui est un détail infime dans l'océan du Quichotte, mais qui avait été mis en moquerie très tôt. Il y a une pièce de Lope de Vega, qui détestait Cervantes, qui se moque de ces ânes qui apparaissent et disparaissent dans des récits où les lecteurs sont bien négligés. Alors le problème était, en 1605, que faire avec cela pour le retour sur le livre, en 1615, pardon, que faire avec cette question de l'âne? Et ce qui était, c'est le génie aussi de Cervantes, ce qui avait été sans doute négligence de lui-même dans la première édition, négligence des correcteurs, imprimeurs et compositeurs dans l'atelier de Juan de la Cuesta dans la seconde édition, et qui avait été une sorte de subtil ajustement dans la troisième édition madrilène de 1608, devient un des thèmes de la discussion entre Samson Carrasco, Don Quichotte et Sancho. Et dans ce moment-là, Sancho va finalement expliquer ce qui est arrivé et confirmer en quelque sorte, dans cet ajustement textuel, le texte de la seconde partie avec le texte qui serait celui de la première, mais dans l'édition de 1608. Alors je lis ce passage.
Sancho retourna chez Don Quichotte et reprit la conversation interrompue en disant « À la question de M. Sanson Carrasco, et de ceux qui souhaitaient savoir qui, comment et quand on m'avait volé mon âne, je déclare et réponds ceci, que la nuit même où, fuyant la Santa Hermandad, nous nous étions réfugiés dans la Sierra Morena, qui est le début du chapitre 23, après la malheureuse aventure des galériens, la libération de Ginés de Pasamonte, et celle du mort que l'on en a enterré à Ségovie, nous nous enfonçâmes, mon maître et moi, dans un épais bosquet. Et là, mon maître appuyé sur sa lance, et moi-même, sur mon âne, moulu et rompu par les dernières frottées, nous nous sommes endormis comme nous l'aurions fait sur 4 matelas de plumes. Et surtout moi qui dormis d'un sommeil si profond qu'un inconnu trouva le moyen de s'approcher et de me suspendre sur 4 pieux qu'il plaça aux 4 coins du bas, de sorte que je demeurais installé à califourchon et qu'il put tirer le grison, l'âne, par en dessous, sans que je ne m'aperçoive de rien. Alors, Sanson Carrasco, qui connaît son Orlando Furioso, voilà qui est facile à faire et n'est pas nouveau. Il en arriva de même à Sacripante, quand il se trouvait au siège d'Albrac et que le fameux voleur appelé Brunello, usant du même stratagème, lui déroba le cheval qu'il avait entre les jambes. Le jour vint, poursuivit Sancho, et au premier mouvement que je fis, les piquets se dérobèrent et je tombai par terre de tout mon haut. Je cherchai mon âne et ne le vis nulle part, tant et si bien que les larmes m'en vinrent aux yeux, et que je me lançai dans une lamentation telle que, si l'auteur de notre histoire ne l'a pas mise, il peut compter qu'il n'a rien écrit de bon. Et ça, c'est une moquerie de Cervantes par rapport à lui-même, c'est-à-dire d'avoir omis cet épisode dans la première édition de 1605. Au bout de je ne sais combien de jours, alors que nous faisions route en compagnie de madame la princesse Micomicona, je reconnus mon âne et vis que celui qui le montait, en habit de gitan, n'était autre que le fameux Ginés de Pasamonte, cet aigrefin et grandissime fripon que mon maître et moi avions délivré de la chaîne des galériens. Mais l'erreur n'est pas là, fit remarquer Sanson, mais dans le fait qu'avant même d'avoir retrouvé son âne, l'auteur nous dit que Sancho se déplaçait à cheval sur le grison en question. Sur ce point, répliqua Sancho, je ne sais que répondre, hormis que l'historien se soit trompé, ou bien qu'il s'agisse d'une négligence de l'imprimeur. On voit donc la difficulté de la résolution du problème, puisque ici Cervantes fait allusion aux 3 états de son texte. Premier état, l'auteur qui a omis la lamentation de Sancho, qui aurait été un moment magnifique du texte. L'état de 1605, qui laisse, deuxième édition, qui laisse supposer que Sancho est juché sur un âne qui pourtant lui a été dérobé, et l'état de 1608, qui est la longue explication et la référence à la scène de l'Orlando Furioso, et qui expliquerait pourquoi il a gardé certains des éléments de la monture alors qu'il a perdu son âne. On voit que finalement, la résolution ici, elle est par la sédimentation des 3 étapes préalables du texte qui sont évoqués dans ce dialogue entre Sancho et Sanson Carrasco. Alors, le dernier trait qui est peut-être à signaler dans ce cas, c'est le fait que dans le début de la seconde partie, Cervantes va mettre en abîme dans le texte lui-même la structure en 2 parties du livre. Et c'est dans le même dialogue du chapitre 4, ou trilogue, puisqu'il y a Sanson Carrasco, Sancho et Don Quichotte qui commentent à la fois le texte, le livre et les lectures de 1605, de la première partie. À un moment donné, la structure en 2 parties, qui est la présente, puisque le lecteur lit la seconde partie de Don Quichotte, est transformée en une possibilité ou une hypothèse de continuation. C'est un de ces jeux les plus fascinants du Quichotte, c'est-à-dire de donner comme possible, advenir, hypothétique, ce qui, pour le lecteur, est une réalité avérée, puisqu'il est en train de la lire dans le texte lui-même. Alors,
voilà comment est introduit le thème qui m'a retenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la question de la relation de la deuxième à la première partie. Et l'auteur, alors l'auteur, il s'agit de Sidi Ahmed Ben Enkheli, dans ce cas-là, l'auteur de la première partie, au moins à partir du chapitre 8. Et l'auteur demande à Don Quichotte, promet-il par hasard une seconde partie? C'est ce qu'il promet en effet, répondit Sanson, mais il dit ne pas l'avoir trouvée, ni savoir qui la possède, si bien qu'on se demande si elle sera publiée ou non. Ici, c'est une reprise du dernier chapitre de ce qui est devenu maintenant la première partie, lorsque l'histoire s'interrompt, puisque l'auteur, Sidi Ahmed Ben Enkheli, déclare qu'il n'a pas trouvé d'écrit authentique qui lui permettrait de narrer la tercera salida, la troisième sortie de Don Quichotte. Et, dit-il, seule la réputation, les bruits, la tradition orale racontent que Don Quichotte est allé au tournoi de Saragosse. Mais en l'absence d'écrits authentiques, il n'y a pas de possibilité de continuer, et c'est comme cela que se clôt cette première partie, qui n'en est pas une, mais qui est le livre de 1605. Là, on fait retour sur cette idée. La seconde partie est promise, mais elle est impossible à l'heure actuelle, puisque Sidi Ahmed Ben Enkheli n'a pas trouvé, dit-il, ne l'a pas trouvé, ce qui est très ambigu, puisqu'on voit que Sidi Ahmed Ben Enkheli est à la fois l'auteur, mais que, comme il se fonde dans la fiction sur des documents authentiques, ces documents qui manquent et qui donc ne lui permettent pas, à lui, auteur, de transformer sans doute ces documents en la chronique aux faits de Don Quichotte. Alors, pour cette raison, autant que parce qu'il y en a qui disent seconde partie jamais ne sont bonnes, ou des histoires de Don Quichotte, c'est assez écrit comme ça, on pense qu'il n'y aura pas de seconde partie. C'est ce que dit Sanson Carrasco, rapportant ce qu'il aurait entendu dire, avec qui deviendra quasi proverbal, comme Nunca segundas partes fueron buenas, ou bien De las cosas de Don Quijote bastan las escritas. D'autres, cependant, d'humeur plus joviale que saturnienne, disent encore des quichotades, que Don Quichotte joue de la lance et Sancho Panza de la langue, et advienne que pourra. Il n'en faut pas plus pour nous contenter. Ici, la demande de plus de quijotadas, des quichotades. Et ce texte qui paraît assez simple, en fait, fait retour aussi sur la mise en texte dans le Quichotte lui-même de ses possibles réceptions. Et vous voyez ici qu'il y est fait allusion à deux éléments. L'un qui est cette théorie des humeurs, qui est fondamentale pour définir des horizons de réception, et l'opposition entre jovial et saturnien est une opposition qui place sous Jupiter les humeurs de ceux qui aiment la diversion, le rire, la plaisanterie, et place sous Saturne les mélancoliques. Ce qui était une division des humeurs qu'on rencontre lorsque se discute aussi dans la première partie les relations avec les textes. Et puis se rencontre aussi dans la seconde partie lorsque Sanson Carrasco explique la réception du Quichotte. Et il y a d'autre part qui fait la demande d'une seconde partie pour ceux qui sont d'humeur joviale, plus que saturnienne, c'est le fait que d'un côté, il faut que Don Quichotte joue de la lance, agisse, le verbe ici embistar, et que Sancho parle. Ce qui était une allusion à ce qui va devenir un élément clé pour les formes abrégées de circulation de l'histoire, qu'on va retrouver de manière très répétitive et obsessionnelle dans les titres. D'un côté, les hauts faits
de Don Quichotte, ce qui est dans le titre de 1662, vida y hechos. Il fait, il agit, il est du côté des actions. Et d'autre part, les mots risibles de Sancho, qui est du côté du parler. Il y a donc là, en quelques lignes, se renvoie à ce double horizon de réception du Quichotte, l'un fondé sur la théorie des humeurs et l'autre fondé sur la juxtaposition dans le même texte des mots et des choses, les mots risibles de Sancho et les choses ou actions grandioses et en même temps ridicules de Don Quichotte. Alors, Don Quichotte revient après cela, il dit « Et l'auteur, qu'en pense-t-il » ? Il pense, répondit Sanson, que dès l'instant qu'il aura retrouvé l'histoire, qu'il passe son temps à chercher, avec la plus extrême diligence, il la fera imprimer sur le champ, beaucoup plus porté, il est vrai, par l'intérêt qui en résultera que par quelque louange que ce soit. Alors on voit aussi là une autre ambiguïté, puisque finalement Cervantes déplace sur son être de fiction, son historien arabe, Sidi Hamet Ben Henreli, la même relation par rapport au texte que lui a avec le Don Quichotte, donc il affirme avec le Don Quichotte, puisque finalement cet auteur, Sidi Hamet Ben Henreli, est l'auteur d'une histoire que d'autres ont déjà écrite. Il cherche l'histoire. S'il la trouve, il la publie. Donc, dans ce sens-là, il est un auteur qui est, en fait, un éditeur d'un texte qui serait déjà là. Et c'est la même position, donc, que Cervantes attribue à l'historien arabe, qui est celle qu'il se donne dans le prologue de la première partie, n'être pas le père, mais le padrastro, le père putatif de cet enfant qu'est le Don Quichotte, et qu'il a trouvé, puisque c'est le récit de l'historien arabe. On est devant ces détails qui sont cette mise en abîme vertigineuse du texte dans le texte, et ici de l'attribution à Sidi Hamet Ben Henreli, qui cherche une histoire dont normalement il est l'auteur, mais qu'il ne peut écrire que s'il la rencontre comme étant déjà là, par rapport à ce qui était la fiction développée par Don Quichotte, par Cervantes, dans le prologue du Quichotte. Et la fin, il est vrai qu'il le fera, cette seconde partie, más del interés, l'intérêt qui en résultera que pour otra alabanza alguna, quelque louange que ce soit, entraîne d'un côté la réplique de Sancho. Comment, s'exclama Sancho, c'est à l'argent et à l'intérêt que regarde notre auteur, eh bien ce sera merveille s'il réussit. Il ne fera que bâcler, rebâcler comme un tailleur veille de fête, et le travail qui se fait à la hâte n'est jamais vraiment fini avec tout le soin qu'il se doit. Que ce monsieur mort, ou je ne sais qui, fasse donc attention à ce qu'il fait, car mon maître et moi lui mettrons tant de mortier sur la truelle en matière d'aventures et d'événements de toutes sortes qu'il pourra bâtir non seulement une seconde partie, mais une centaine d'autres. Le bonhomme doit penser sans doute que nous nous sommes endormis sur notre paillasse, et bien qu'il vienne un peu nous tenir le pied chez le maréchal, et il verra de quel côté on boite. Tout ce que je peux dire, c'est que si mon maître suivait mon conseil, nous serions déjà partis en campagne pour réparer les injustices et redresser les torts, ainsi qu'il est d'usage et de coutume chez les bons chevaliers errants. Donc Sancho, avec son langage qui est lui-même un tissu de proverbes et de sentences, refranes y sentencias, entre dans ce jeu de la matière donnée à la seconde partie. Mais évidemment, ce qui est derrière sont deux thèmes fondamentaux dans le Quichotte. Le premier thème, c'est celui, et qui sont liés l'un à l'autre, qui est celui de l'écriture pour l'intérêt économique, pour le profit, pour l'argent, versus l'écriture pour la renommée, la réputation, la gloire, la fama, et qui est un thème obsédant chez Cervantes, refusant
cette, en quelque sorte, prostitution de l'écriture par la recherche du profit au nom de la défense de l'honneur au sens de la réputation. C'est le thème de son dialogue avec le traducteur qu'il rencontre dans l'atelier typographique à Barcelone, dans le chapitre 62 de la deuxième partie, puisque ce traducteur, lui, veut « provecho quiero », je veux gagner de l'argent. Et Cervantes le met en garde contre cette tentation. D'une part, on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est toujours trompé par les libraires et les imprimeurs, et d'autre part, l'écriture ne doit pas être souillée par cet intérêt. Donc il y a ce thème-là qui apparaît, c'est à l'argent et à l'intérêt que regarde notre auteur, s'exclame Sancho, et il y a un deuxième thème en filigrane qui est lié avec ce premier, et qui est celui des continuations, puisque lorsque paraît le texte que j'ai lu, il existe déjà une continuation. La continuation publiée par Avellaneda, un pseudonyme jamais déchiffré jusqu'à maintenant, en 1614, qui se présente comme la segunda parte de Il Ingenioso Hidalgo de la Mancha, et qui est ce texte qui utilise comme motif ce que laissait ouvert la fin du texte de 1605 de Cervantes, c'est-à-dire le déplacement, la participation de Don Quichotte au tournoi de Saragosse. Et toute la question, évidemment, est de la perception par Cervantes de la présence de cette continuation apocryphe. Elle est très claire, puisque dès les préliminaires de la seconde partie, il a des critiques tournant en dérision ou se défend contre les attaques qui étaient portées contre lui par le prologue de cette seconde partie apocryphe, et qu'à partir du chapitre 59, il va, dans la seconde partie, la sienne, multiplier les allusions, les jeux, les plaisanteries avec la continuation d'Avellaneda. C'est un thème en lui-même. Le problème est que sans doute le texte de ce chapitre 4 avait dû être écrit avant la parution de la seconde partie apocryphe. Donc on ne peut pas le lier absolument directement, cette idée que fait de Sancho qu'il pourra bâtir non seulement une seconde partie, mais une centaine d'autres. Mais peut-être que personne n'a jamais pu retrouver les brouillons de Cervantes. Peut-être qu'il a introduit, y compris dans des chapitres déjà rédigés, à partir du moment où existait la continuation apocryphe d'Avellaneda, la continuation signée, présentée comme écrite par un certain Avellaneda, a pu modifier quelques éléments. Et là, évidemment, cette idée que la force des aventures de Don Quichotte et de Sancho, lisez la force de l'écriture de Cervantes, peut-être la matière pour une centaine de secondes parties, et pourrait être évidemment entendue comme une allusion à ce travail bâclé et rebâclé, comme dit Sancho, d'Avellaneda, se saisissant de l'invention des personnages ou de l'invention de l'histoire de Cervantes pour publier pour son profit une seconde partie avant même que Cervantes ait pu achever et publier sa propre seconde partie. On voit donc qu'il y a là une thématique tout à fait importante qui est mise en place dans ces chapitres 4 de la seconde partie et qui pose donc évidemment plus généralement la question de la relation entre un texte et ses continuations, qui non seulement pose la question que j'ai traitée aujourd'hui, avant de traiter la fois prochaine, la question de la dissémination du Quichotte, pose la question de l'ajustement textuel de l'une à l'autre, et le fait que rétrospectivement un texte devient une première partie, ce qu'il n'avait pas de mission à être lorsque son auteur ignorait qu'il en écrirait une seconde, mais qui aussi pose plus généralement une question qui était présente dans le cours dès le commencement, c'est-à-dire le fait, comme vous le voyez ici, si le fait de s'emparer
de personnages ou d'une histoire pour écrire une continuation qui n'est pas celle de l'auteur, mais celle d'un autre auteur, peut poser une question pour une polémique littéraire. Les échanges très aigres entre Avellaneda dans ses préliminaires et Cervantes qui lui répond dans les prologues de la seconde partie peut poser aussi une matière pour l'ironie, la satire, comme le fera Cervantes en incluant dans son propre livre de multiples allusions faites par Don Quichotte lui-même et par les autres personnages à la continuation d'Avellaneda. Elle ne pose aucun problème qui seraient des problèmes contemporains, c'est-à-dire elle ne pose aucun problème de droit, elle ne pose aucun problème de plagiat, elle ne pose aucun problème d'une possibilité d'un recours pour faire condamner cette usurpation ou ce vol de texte. Et s'illustre ainsi, me semble-t-il, dans cette réflexion sur les secondes parties qui rétrospectivement transforment un texte en la première et d'autre part qui peuvent être ouvertes à des écritures qui sont non seulement celles de l'auteur écrivant une seconde partie de sa propre histoire, mais des secondes parties multipliées à l'infini par des auteurs qui s'emparent de thèmes et de caractères, de personnages à leur guise, à leur pleine liberté, me paraît poser la manière, enfin me paraît désigner une rupture dans le régime de circulation des textes, avec ce paradoxe qu'on avait rencontré dans le commentaire de Foucault, entre des régimes de circulation des textes où le plus important est le vol du texte, c'est-à-dire le fait de s'emparer sous son propre nom d'un texte d'un autre, et des régimes de circulation des textes, comme celui de la première modernité, où le plus important, dans un sens, est le vol du nom et de la réputation, et donc d'utiliser, non pas dans le cas d'Avellaneda, mais dans le cas de Lope de Vega ou dans le cas de Shakespeare, un nom qui n'est pas le sien pour remettre en circulation des œuvres qui sont siennes. Le cas d'Avellaneda est à la croisement des deux situations, puisque, évidemment, il s'empare d'une certaine manière du nom de Cervantes en reprenant Don Quichotte de la Manche, dont tout le monde sait quel est l'auteur, mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est aussi pour le profit, pour l'intérêt économique, la mise en circulation d'un texte où son nom à lui n'importe pas, puisqu'il s'agit d'un pseudonyme, mais où le nom de Cervantes en écho va assurer l'attente, et il l'espère, l'achat des lecteurs. C'est une autre raison pour pouvoir, pour s'intéresser à cette question de comment la seconde partie du Quichotte a pu être élaborée ou circuler et les effets qu'elle a produits sur le rapport avec le texte de 1605. Donc pour la fois prochaine, et dans le dernier séminaire, ou la dernière cour, j'essaierai d'ailleurs de faire une conclusion plus générale, mais la première partie sera consacrée au mouvement inverse, c'est-à-dire comment, sous forme abrégée, ce long texte de Cervantes, en deux parties, Vida y Hechos, a pu être publié et approprié. Merci.